desire, there is gonna be a flame. And where there is a flame, someone's bound. Grandi, je suis beleuse à la base. Donc, j'ai grandi partie sur le secteur de Lormont. Et mes parents ont déménagé, on a pris une maison, on a été vivre à Artigues, toujours dans le 33. Ma mère travaillait à la commune de Lormont, j'adorais, mais c'était très bien. Et puis mon papa travaillait, à l'époque c'était une entreprise qui s'appelait Chazelle, et il a construit toute notre maison. Et les tâches, on était toutes là, les 3 femmes, il y avait 3 femmes pour lui. Donc c'est une famille, on était une famille très unie. Ma mère vient d'une famille qui travaillait dans les vignes, qui était propriétaire. Comme toute famille, quand les anciens partent, on commence à se... Mais autrement, toujours une famille très unie. Ma mère travaillait, mon père travaillait. J'ai pas eu cette souffrance d'absence. Ils étaient présents. L'éducation était là. T'avais besoin d'un câlin, ils étaient là. T'avais besoin de parler, ils étaient là. Au moins, on était, voilà, c'était le grand-père. Et puis des deux côtés, paternel et maternel, c'était mes grands-pères. J'avais besoin d'une figure masculine auprès de moi. Et puis après, mon grand-père est parti du côté de mon père aussi. Là, ça a été plus... C'était en 98 où il me reprochait. C'était encore, tu sais, les cabines, il restait encore les cabines à pièces. Et je me rappelle de sa dernière phrase, c'était « Tu veux 1 euro pour me téléphoner ?» Moi, j'étais jeune, je pensais à l'appeler, oui, mais pas tout le temps, quoi. Et ce jour-là, il y a eu une coupure. C'est là où la terre a tremblé, le ciel a changé. Donc, je n'ai pu m'excuser, j'ai pas pu lui parler. Ça a été, bref, trop vite. J'ai eu 2 mariages dans ma vie. Un amour de jeunesse que j'ai rencontré, justement, je faisais mes études. Le premier mari à Jacques Brel, à 17 ans. J'étais un peu la rebelle. Je raconte pas tout. Il y a encore du rebelle en moi. Mais par contre, rebelle toujours à défendre les causes, ça a toujours été. C'est l'injustice déjà de toute jeune. Ouais. Il y a eu 2 périodes. Il y a eu la période avec mon premier mari. Ça s'est bien passé, ça s'est terminé parce que l'amour s'est étendu. Il n'y a pas eu ni violence, il n'y a rien eu tout ça. On a vécu 18 ans ensemble. Et je me suis retrouvée avec une période où j'étais toute seule, où j'ai dû avoir du recul, réfléchir à la situation, les enfants. Fière de les avoir éduqués parce que je suis sûre que quand je serai mamie, très loin, très loin, le plus tard possible, ils auront cette éducation, j'en suis sûre. Mais ils sont pas pressés. Dans cette période, après il y a eu un ami, mon meilleur ami, qui était avec moi toujours au téléphone, on parlait, enfin mon confident, quoi. Et puis j'ai décidé de partir de la maison parce que j'habitais dans les Landes dans cette période-là. J'ai décidé de déménager, de trouver une maison dans le 87, et proche de cette meilleure amie, en me disant j'aurai toujours quelqu'un qui me soutient. Et puis on est venu avec un jour un baiser volé, voilà. Et puis c'est commencé par une relation. D'abord on a mis un petit peu les points sur les i, s'il y avait quand même un écart d'âge ou est-ce qu'il a des enfants, est-ce que lui il en voulait pas, enfin tous ces chemins avec quand même beaucoup de questionnements. Et puis ça s'est fait dans la fluidité, puis on a eu une relation qui s'est faite et qui était formidable. Sauf que de l'autre côté, le papa n'accepte pas parce que c'était le meilleur ami de la famille et où ça a fait des clubs, quoi. C'est arrivé dans la période où on est arrivé, où moi je suis partie quand ma fille avait 14 ans. Donc le moment le plus terrible pour une enfant de ne pas avoir des repères de sa maman, quoi. On commence à fréquenter, alors le corps chichon, ses premières règles, première relation. La relation, non, ça c'est plus tard, elle commence pas avant 18 ans. Et son papa étant, je pense, dans une dépression un petit peu de la séparation, elle a été beaucoup, je vais pas dire négligée, mais mis de côté. Et avec beaucoup de ressemblances, c'est mon sosie. Donc le papa était comme ta maman, c'est quand ah là là, il y avait trop de rapprochement entre moi et elle. Je pense qu'elle a très très mal vécu. Et puis la relation, les enfants se sont éloignés de plus en plus parce que le papa les a montés complètement contre moi, parce qu'il a vu que je refusais ma vie. C'est plusieurs fois que je demandais le divorce et il l'acceptait pas. Ça a été toujours je vais changer. Donc après ça a été du chantage affectif, quoi. Comme quelqu'un qui n'accepte pas une séparation. Donc on a utilisé les enfants. Et ça commence à... Putain, faut ralentir le passage. T'as des plus grandes jambes que moi. Donc je savais très bien que c'était pour m'atteindre et puis atteindre mon nouveau compagnon, jusqu'au point d'aller lui faire causer des problèmes avec la justice, quoi. Donc ça a pété de là et je sais pas ce qui s'est passé avec ma fille. Je pense qu'elle a eu peur des mensonges qu'elle a dû dire.
qui lui a fait faire dire. Il y a un blocage, puis je pense qu'elle a le même tempérament que moi, pas mon mini-moi pour rien de toute façon. C'est que quand il y a des ponts qui se coupent, c'est comme un puzzle, s'il te manque une pièce, après c'est difficile à rassembler le tout. On a essayé une fois, que mon fils je l'ai revu, à la séparation de mon second mari, et il a été là pour moi au début, et j'ai essayé de parler à ma fille à ce moment-là, et je crois qu'il y a un gros blocage. Alors mes parents, c'est que ça a explosé de partout. L'éducation, le mariage était important, donc je me suis retrouvée avec des parents qui n'ont pas pris de parti, même que mon père m'a défendu. Mon père lui a dit non, écoute, c'est ma fille, je sais comment elle est. Donc sur le coup, les enfants, le père a préféré éloigner aussi là les enfants de leurs grands-parents. Ils en ont beaucoup souffert eux aussi. Et toi, tu es au milieu, tu sais pas quoi dire. Ça faisait quand même 8 ans que je repoussais comme ça. Pour les enfants, me dire quand ils seront majeurs, il y a l'anniversaire, puis il y a Noël, tu veux pas faire du mal aux autres. En fin de compte, je ne pensais qu'aux autres. Et puis c'est un jour ma fille qui m'a dit, maman, écoute, tu pleures trop, je vois que t'es pas heureuse, il faut que tu quittes papa, c'est plus possible. Chose que j'ai fait pour après que la situation se renverse, pour qu'on donne pratiquement raison au père. Mais il n'y avait même pas donné raison à qui que ce soit en fin de compte dans cette histoire. C'était un amour qui était perdu et puis point final. Puis lui s'est remis avec une autre femme, plus jeune que lui aussi, alors c'est la poêle qui se fout du poêlon. Mais bon bref, il est heureux, tant mieux pour lui. Et puis moi, j'ai rencontré la relation s'est faite et puis c'est là où j'ai commencé à avoir une autre vie complètement différente où je me suis sentie exister et heureuse. Je regrette absolument pas ces 18 ans de mariage et donc après j'ai eu cette relation avec mon second mari. Ça a été 3 ans de bonheur où tout se passait bien. On faisait nos concours, notre passion ensemble. On faisait des sorties, des nuits insolites, enfin tout ce que tu voudras. On était toujours en accord. Il n'y avait rien qui pouvait dire qu'un jour ça allait se finir. C'était juste un conte de fées, quoi. Et puis très vite, on s'est mariés. C'est le dernier, hein. Oui, c'est le dernier, il n'y en aura plus. Et 1 an après, à peine, on a fait toutes les tournées de la France pour les concours de chiens. C'est là où j'ai été nommée première élevage de France. Et puis 8 mois, on va dire 1 année, ça a commencé à changer son comportement. Je le trouvais bizarre. Puis moi, je sens peut-être qu'on a un instinct, j'en sais rien. Je sentais qu'il y avait quelque chose qui allait pas. Puis les choses après ont évolué sur un changement de comportement. C'était plutôt un comportement dans la détresse, de conduite. Il portait des gants noirs, il changeait de style de musique. Au boulot, ça allait pas. Donc là, il me disait qu'il n'était pas à sa place. Il y avait des choses qui remontaient jusqu'au jour où j'ai reçu un message d'une dame qui m'a dit votre mari est en danger. Bon. Et puis un deuxième, puis un troisième, elle est au travail. Puis j'ai un jour une petite voisine qui était passionnée par les tatouages. Donc on commence à papoter. Et puis elle en vient à me dire ah ben t'as une amie en commun qu'on connaît bien, mais bon elle est pas très fréquentable. On a trouvé ça bizarre que vous la fréquentez. Bon oui peut-être. Qu'est-ce qui se passe? Donc je lui pose la question. Elle me dit non c'est juste une collègue de travail, mais c'est bizarre ce qui se passe. Il y a rien entre nous, mais il y a un truc qui comme si elle m'attirait comme mais pas ni physique, je sais pas comment t'expliquer, mais sans que ça soit ni sexuel ni rien. Bon, et puis là, entre-temps, il y a la période du Covid. Et lui, de l'autre côté, qui commençait à parler de moi, à des musiques. C'est un boulanger rugbyman. C'est quelqu'un qui aimait la montagne et pas la plage. C'est important ce que je te dis. Faire des petits détails à la con, mais qui après, dans le temps, ils étaient hyper importants, ces détails. Mais la relation était très... alors, je vais pas dire... ça avait changé. C'était plus le même. Donc, c'était je vais mourir avec un secret que je te dirai jamais. Je trouvais très, très bizarre. Et puis, on est venu à un moment, il m'a dit je vais chercher mon butin de salaire au travail. Et il est parti chercher son butin de salaire, mais il n'est jamais revenu. Voilà. Donc, tout a commencé le cauchemar ici. C'est arrivé un moment, en plus, il était parti avec ma voiture. Plus de voiture pendant le Covid. Donc là, j'avais beau lui envoyer texto, il répondait pas. Et là, je me suis vraiment inquiétée jusqu'au jour, je pourrais pas te l'expliquer, j'ai senti comme une déchirure en moi, quelque chose comme si ça y est, c'était fini. Et puis, il me laisse un message. Donc, j'avais droit à des textos du style, écoute, là, j'ai besoin de réfléchir, ça va pas, foutez-moi tous la paix. Alors déjà, le tous, je comprenais pas, tous ces petits mots, petits détails. Donc, toujours des messages très vagues, comme s'il était prisonnier. 2 jours après, où il me dit, écoute, il faut que je te ramène ton véhicule. Donc, j'ai été chercher le véhicule. Alors là, c'était une horreur. Je retrouve ma voiture avec des bouteilles, préservatifs, et alors des excréments de sperme partout sur les photos. Donc là, je suis rentrée avec ma voiture. Je n'ai pas dit un mot. J'ai passé 5 heures à nettoyer la voiture en pleurant.
Vous l'effacez. Et le lendemain, qui je vois? Monsieur, avec cette dame. Donc je m'avance vers lui et je lui dis: «Je comprends pas ta réaction. Si tu refais ta vie, OK, mais déjà pourquoi tu as changé ton portable?» Parce que je pouvais plus le contacter, il avait changé de portable. Et puis là, madame était dans sa voiture et me dit: «Bon, vous avez quelle minutes pour parler à mon mari?» Oui. Parce qu'on a des enfants, qui nous attendent à la maison. Et là, je suis tombée par terre, j'étais en pleurs par terre. Et là, je lui dis: «Comment ça, ta femme, tes enfants, tu étais mariée av» enfin, et là, elle me dit je lui dis: «Mais écoute, on va régler nos comptes et tout ça». Elle me dit: «Dégage, je veux plus entendre parler de toi et puis arrête de dire du mal». Et puis, les choses se sont envenimées de pire en pire. Tac. Mais alors ce qui est fou, c'est que quand je lui ai envoyé des messages, il les regardait pas tout de suite. Il les regardait que quand il partait travailler. Je savais l'heure exacte. Quand c'était la pleine lune, parce qu'il dormait jamais, t'entendais. Il avait ses moments à lui de lucidité certainement. Et quand j'allais là où il travaille à un endroit, elle est juste à côté. Et quand j'y allais, c'était carrément cette dame. Elle sortait dans son laboratoire, poussait tous les gens et m'interdisait d'aller lui parler. Quand j'arrivais dans le centre commercial, j'avais tous les responsables que tu vois en haut qui descendaient, se mettaient comme si j'allais le tuer, si j'étais dangereuse, quoi. 15 ans d'amitié, je me suis dit, là, il y a un problème. Il me déclarait morte, divorcée depuis, donc je me retrouve avec des impayés. Et sur ce, je reçois, donc ces fameux coups de téléphone et ces fameux textos de la famille de cette personne en me disant que mon mari était en danger et qu'elle avait déjà reproduit sur plusieurs hommes et que quand elle les épuisait, qu'elle avait vidé les comptes et détruit toute la famille, elle en prenait un autre. On en était au 4e. Je pense elle a vu tous les voyages qu'on faisait parce que c'était habillé très classe. Elle a cru qu'il y avait de l'argent derrière et elle est partie vers lui. Et je pense que c'est là où elle a réussi à ce moment de burn-out qui était là et elle s'en est servie petit à petit. Donc moi, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai voulu en savoir plus, comment le sortir de là. Donc j'ai contacté son mari, à cette dame, qui lui aussi était déjà à l'hôpital, avait fait une tentative de suicide. Donc on parle, je lui explique. Donc on a commencé à créer un dossier juridique ensemble avec son avocat. Et puis petit à petit, je recevais des menaces. Deuxième fois, je reçois carrément un dossier épais comme ça, où c'était un dossier qu'elle a été déjà passé en justice avec son mari. Là, sur le coup, c'était son ex-femme à lui qui était victime. Donc, avec des témoignages. Sur le coup, je m'aperçois que c'était pas une connerie parce que toutes les pages avaient été effacées, sauf une où on me laisse le nom du registre avec l'avocat, la cour d'appel et tout ça. Donc là, grosse panique. Qu'est-ce que je fais? Je travaille à la mairie. Là, le maire, il m'a dit, écoute, Christa, je viens avec toi à la gendarmerie, c'est fini. Là, il va falloir te mettre en protection. Et là, il me dit, ça peut plus durer. Il me dit, tu as été porté plainte plusieurs fois, voulu porter plainte sur l'autre département qui est limitrophe, dans 87. Donc, ça finissait en main courante, rien du tout. Il est venu avec moi. Il a porté plainte avec moi dans notre département du 16. Il m'a dit, mais vous avez au moins une vingtaine de plaintes dans votre dossier. Et je suis partie en sécurité 6 mois chez une dame que je connaissais pas à Bordeaux. Et ça, ses 2 sœurs, les parents, la mère était avec moi. Ils disaient, c'est pas mon fils. Il faut savoir qu'il y a 28 plaintes et 35 mains courantes, qu'aujourd'hui, je suis dans le mutisme total, que le procureur de la République dit que j'ai vécu le mutisme de mon ex-mari, mais lui me fait vivre la même chose. J'ai pas de classé sans suite, on se renvoie la balle. Voilà, après on a encore plus qu'on veut, Where mais there's voilà. desire, there is gonna be a flame. And where there is a flame, someone's bound. Je suis tombée un jour où je cherchais des associations sur l'emprise psychologique, j'en ai jamais trouvé. Et puis un soir, j'ai tapé emprise psychologique, je suis tombée sur le cabinet de monsieur Benoît Joud, détective privé spécialisé là-dedans, sur des rêves sectaires, des rêves thérapeutiques et l'emprise psychologique. Donc je l'appelle et en fin de compte, je tombe sur lui directement. Et là, je lui raconte mon histoire, il me dit, vous avez de la chance parce qu'en général, je réponds jamais. Il me dit, mais votre histoire me plaît beaucoup. Donc il me dit, dès décembre, je commence l'enquête. Et puis dans ces 8 mois, c'est là où c'était très très dur pour moi. On a fait une enquête, on a vu de l'argent retiré, des coûts de 3 000 à 4 000 euros par mois qu'ils dépensaient pour elle. Il y a eu quand même une grosse enquête où on s'est aperçu qu'il y avait un gros réseau. C'est jusqu'à la banque qui a fait des erreurs, qui a quand même détourné mes comptes parce qu'ils ont essayé de dépouiller mes comptes, que mes propres comptes, même avec retrait de procuration, qui ont été envoyés à cette femme. Même encore aujourd'hui, mon dossier ressort, cette femme ressort. Donc il y a quand même une banque dedans, il y a quand même un centre commercial important dedans. Personne ne se bouge. C'est là où tu te dis, il y a quand même un problème. Pourquoi tous ces gens-là, avec des comptes détournés, c'est comme tu as tes comptes à ton nom avec retrait de procuration, pourquoi ils partent à l'adresse de madame? Je dis là, je le sens pas. On a vendu la maison, l'argent est au séquestre au notaire, tout ça soit versé qu'à la banque. Et là, je viens d'apprendre que le Crédit Agricole lui a fait 102 000 euros de crédit. Donc tout revient sur moi. Pourquoi moi j'étais interdit bancaire? Pourquoi monsieur lui continue à faire des crédits? Et qu'en fin de compte, tu vois, c'est le renfer du. Et voilà. Try. Gotta get up and try.
En fin de compte, j'ai décidé d'ouvrir une association puisque moi j'ai quand même fait France Victime, enfin tous ces organismes où j'ai pas été écoutée, j'ai pas été entendue, on me traitait de parano, on me dit que j'avais pas accepté la séparation, j'ai eu droit à tout, personne pour m'aider. Et dès que je n'ai donné mon dossier, on se frottait la tête, on me dit ah mais non mais attendez là c'est trop compliqué. J'avais que ce détective pour me croire. Ben à un moment, il te faut une réponse, enfin au moins quelque chose. Merde ou je sais pas, mais quelque chose. Je me suis aperçue qu'il fallait faire quelque chose et que j'ai commencé à ouvrir l'association avec mes 2 petites belles-sœurs. Et après, une bénévole avec Christine qui est toujours dans l'association, vice-présidente. Et puis une autre, mais toutes ont eu un vécu, toutes sont venues me parler. Quand les gens m'appellent, je suis à même de mieux les comprendre parce que quand on me dit c'est jusque profond de ton âme, oui, c'est vrai, ça déchire tout. Donc, et déterminée à aller jusqu'au bout parce que toutes les souffrances que j'ai pu vivre, je peux même pas expliquer la souffrance, la déchirure. Je veux pas, Dieu merci, je veux pas revivre Where ça. there is a flame, someone's bound to get burned. But just because it burns doesn't mean you're gonna die. Elle a vu que je tenais bon et que j'avais ouvert l'association, donc je suis devenue sa proie aussi. En fin de compte, quand tu tiens tête et qu'elle savait qu'à la base, au début, j'essayais de le sortir de là. Le but, c'est quand même un ami, mais l'amitié, en général, ça reste, quoi. Ça a été surtout cette trahison-là que, en fin de compte, je l'ai jamais bien connue. Et puis, je vais te dire que même aujourd'hui, c'était souvent la question: «Ah, est-ce que s'il revenait un jour?» «Ah non, celui-là, il est mort». Et puis même moi, j'ai changé, je suis plus du tout la même. Ça a été loin, quoi. C'était des menaces, chantage, des appels, jusqu'à mes animaux. On coupe la tête et on met les têtes sur les piquets pour te faire peur. Tu partes. La preuve, hein, regarde, sa famille déchirée, ma famille déchirée. Et puis t'as les gens à côté qui te disent votre mari, il est en danger. Et puis toi, tu sais pas quoi faire, t'es impuissante. Et elle, madame, recommence avec un autre. Where there's desire, there is gonna be a flame. And where there is a flame, someone's bound to get burned. But just because it burns doesn't mean you're gonna die. You've gotta get up and try, try, try. Gotta get up and try, try, try.